Allumé, créatif et différent. Ce n'est pas le talk habituel. Un débat d'idées tel qu'il devrait toujours exister. Vif, intelligent, percutant et résolument vivant. Brick Villemur. Bon, là, on commence à s'habituer à Donald Trump. Ça fait près de 10 ans là, qu'on le connaît mieux qu'on ne le connaissait déjà. Là, il annonce qu'il prépare un grand coup contre l'Iran. C'est bizarre. D'habitude, c'est la fin de semaine là, qu'il se fait... il lance des affaires comme ça dans les airs. On va essayer d'en savoir un peu plus avec Benjamin Tremblay, analyste géopolitique qui est avec nous tous les jours. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Rémi. C'est moi ou c'est vrai que c'est la fin de semaine, Donald Trump, c'est la période où il est le plus actif sur le plan militaire. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce que ça a un rapport avec le fait que la bourse est fermée la fin de semaine et que donc on peut faire des trucs et avoir le temps le dimanche et même le lundi matin avant que ça ouvre de rassurer un peu les investisseurs? C'est exactement ça. En fait, typiquement, c'est ce qu'on va voir du côté de Trump. On va favoriser les jours où ça va être soit des congés fériés, soit des fins de semaine, essentiellement parce que, tu l'as bien dit, ça permet de stabiliser les marchés avant qu'arrive la première journée de la bourse. On se souvient, par exemple, du raid sur Maduro. C'est quelque chose qui avait été prévu pour le jour de Noël, en fait, initialement. Ça a été repoussé en raison de la météo. Finalement, ça s'est produit un 3 janvier. Encore une fois, on a constaté que, bon, s'il avait fallu que la bourse soit ouverte le lendemain, il y a eu peut-être un peu de perturbation, mais 24-48 heures plus tard, déjà, il y avait beaucoup de clarté qui émergeait de la situation, puis on voyait que c'était pas, disons, la disruption qu'on imaginait initialement. Donc, c'est quoi le nouveau grand coup là, qu'il prépare contre l'Iran? Bonne question, honnêtement. Là, ce que nous dit Donald Trump actuellement, et c'est un peu curieux, le simple fait qu'il choisisse de nous en parler comme ça, puis qu'il télégraphie sa manœuvre d'une manière aussi explicite, mais on nous parle de prendre l'île de Karg. Une île de Karg qu'on a entendu quand même beaucoup parler au début de la guerre, qui est vraiment le centre d'exportation pour les hydrocarbures iraniens, spécifiquement pour le gaz naturel et pour le pétrole. L'Iran qui est surtout actif pour ce qui est du pétrole au niveau de son industrie énergétique. Et on utilise largement l'île de Karg pour exporter tout ça pour la simple et bonne raison que les côtes iraniennes ne sont pas favorables à accoster des grands navires. Les eaux ne sont pas assez profondes. Donc, les installations d'exportation sont vraiment, écoute, à 98% là, Rémi, concentrées sur l'île de Karg. Donc, depuis le début, on savait que c'était une vulnérabilité énorme. Maintenant, bon, les Américains cherchaient une entente négociée. On voulait éviter d'escalader le conflit. Puis, il faut aussi pas se faire d'illusions. Prendre l'île de Karg, c'est une opération qui est extrêmement risquée, extrêmement complexe. Et chaque fois qu'on l'a évoqué, la question qui vient, c'est toujours « et quoi ensuite ?» On fait quoi une fois qu'on contrôle Karg? Les Américains appliquent déjà actuellement, du moins en théorie, un blocus maritime sur les ports iraniens. Alors, si on nous dit actuellement que l'intérêt ou l'avantage serait de contrôler le marché pétrolier iranien, c'est totalement faux. Karg ne produit pas de pétrole. Karg reçoit du pétrole à partir de l'Iran. De contrôler le terminal en tant que tel, ça change absolument rien. Ça fait seulement priver l'Iran d'un levier qui actuellement, on l'a déjà privé à travers le blocus maritime. Donc, il semble plutôt que c'est de la gesticulation, Rémi, que ce que cherche à faire Trump, c'est de briser l'impasse dans les négociations plutôt que de vraiment obtenir un avantage quelconque au sens de la guerre en tant que telle, au sens tactique, stratégique. On est vraiment seulement dans une impasse, dans un sable mouvant total. Puis là, ce qu'il constate, c'est que les Iraniens sont morts de rire. Les Iraniens sont morts de rire. Ils voient très bien la séquence où les Américains, les Israéliens sont en chicane, sont en conflit qui devient de plus en plus grave à tous les jours. Et les Iraniens constatent ça avec énormément de satisfaction. Donc, ils ont un grand plaisir actuellement à faire prolonger le statu quo, à faire durer les négociations et évidemment, ça a un impact politique pour Trump aussi. Donc, je pense que Trump est en train de perdre patience, essaie de trouver un moyen de contraindre l'Iran à faire quelque chose. Mais moi, je te fais une prédiction. Puis là, bon, on verra si ça vieillit bien. On aura l'opportunité de se reparler déjà demain. Mais il y a des grosses chances qu'il se passe absolument rien, hein. Trump nous a dit ça combien de fois pour ensuite recevoir un coup de téléphone à partir soit du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou des Émirats ou quiconque qui va se prendre la réponse iranienne dans la gueule dans l'éventualité d'une escalade, qui appelle Trump pour dire là, c'est quoi ce plan là? Qu'est-ce que cette idée là? C'est très facile pour les Américains de proférer des menaces comme quoi on va lancer des missiles à tout le monde puis on va frapper l'Iran très fort, alors que la réponse iranienne ne concerne pas les Américains, elle concerne les alliés de la région. Donc, il est très possible qu'il se passe absolument rien puis qu'on a un autre taco. Oui, puis si je ne m'abuse, taco, Trump always chickens out, donc Trump dit des choses mais recule par lui-même. Si je ne m'abuse, l'île de Karg, c'est aussi de par cette île-là que part beaucoup du pétrole iranien destiné à la Chine.
Donc, d'une certaine façon, ce qu'on fait, si on menace de s'en prendre à l'île de Khark, on menace de s'en prendre aux approvisionnements chinois. Je rappelle qu'il y a quelques jours, à peine 10 jours, Donald Trump serrait la main de Xi Jinping. Donc, c'est peut-être Xi Jinping qui va l'appeler, là. Ben, en théorie, ça aussi, c'est une histoire qu'on découvre a été largement surfaite, l'approvisionnement chinois à partir de l'Iran. Une première chose qu'on doit comprendre, c'est que l'essentiel de l'approvisionnement énergétique de la Chine, du energy mix, si on veut, total, c'est une minorité qui est composée par les hydrocarbures, le gaz naturel, le pétrole. La majorité est composée par l'énergie nucléaire, par l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, beaucoup de charbon pour ce qui est d'électricité chinoise. Et les hydrocarbures formulent une portion de tout ça. Maintenant, à l'intérieur de cette assiette d'hydrocarbures, vous avez une portion d'environ la moitié des importations chinoises qui viennent du Moyen-Orient. Dans cette assiette du Moyen-Orient, il y a une portion de l'Iran. Quand on vient à faire la séquence totale, on se retrouve avec contribution iranienne de peut-être de 7 à 8 là, de l'assiette énergétique complète de la Chine. Donc, les Chinois se sont montrés beaucoup plus patients de ce à quoi on s'attendait. Puis encore une fois, c'est un argument qui me semble pas tenir la route si on dit on veut bloquer la Chine de quoi que ce soit. On a déjà un blocus maritime où on dit on empêche toutes les exportations iraniennes et les exportations de pétrole iraniennes, elles ne sont pas par train, sont entièrement par bateau. Alors, cet argument comme quoi ce serait une escalade vis-à-vis de la Chine, en théorie, on était déjà plafonné en termes de blocus sur la Chine. Oui, puis il faut rappeler quand même que les Chinois chauffent encore au charbon dans certaines régions. Donc, tu sais, pendant que tout le monde se dit il n'y a que le pétrole pour encore quelques années, puis ensuite, ça va être des énergies vertes, on a du nucléaire en Chine, on a du charbon, on a du pétrole, on a aussi des énergies vertes. Donc, quand il y a une crise pétrolière qui se dessine, ben, ils ont plus d'options que n'en ont d'autres sociétés dans le monde. Puis j'ajoute là-dessus, Rémi, on a une histoire fascinante qui a émergé ce matin dans New York Times, justement, concernant la consommation énergétique chinoise, pétrolière spécifiquement. Et là, ce qu'on découvre, c'est que les Chinois ont adapté leur économie depuis le début de la guerre en Iran. D'abord, on avait accumulé des milliards de barils de surplus qu'on avait accumulés en les achetant à travers plusieurs mois pour composer une énorme réserve stratégique. On les a achetés notamment, bien sûr, à l'Iran, mais aussi à la Russie. Des barils qui étaient vendus à rabais en raison de la guerre en Ukraine et dont la Chine a largement profité. Donc, d'abord, on puise dans ses réserves et ce qu'on constate aussi, c'est que la Chine a reconfiguré un peu certaines de ses chaînes industrielles où on dit on arrête de produire un peu de plastique qui consomme beaucoup de pétrole et ça n'a virtuellement pas d'impact. Alors, ces industries qui sont qui consomment beaucoup d'hydrocarbures ont été appelées à calmer, ralentir un peu leurs activités. Et ce qu'on constate, c'est qu'il manque 3 millions de barils par jour en Chine depuis le début du conflit. C'est l'équivalent de la consommation de la France et de l'Espagne. Et pourtant, on ne constate pas de choc pétrolier en Chine, les prix n'augmentent pas, les voitures continuent à fonctionner, les vols intérieurs continuent à se produire. Donc, il y a vraiment une adaptation considérable qui a été faite par la Chine. Maintenant, combien de temps ça peut durer? La question est en suspens. Mais peut-être qu'on ne sait pas exactement comment la Chine arrange ses affaires, cache ses affaires, enregistre ses affaires. La Chine n'est pas tout à fait un régime qui a la réputation d'être transparent. Quand même, on est pas mal fort. Eux autres, ça dénonce pas beaucoup en Chine. On parlait de dénonciation au début de l'émission. T'es mieux pas là-bas, non? Non. Merci beaucoup, Benjamin Tremblay. Demain, tu me parleras du ministre britannique de la Défense qui a claqué la porte. À demain.